Ça fait 1309 jours maintenant que nous sommes installés dans ce qui reste du Diamant Palace. Ce matin, Camille a arrosé les orchidées. Nos Ophrys abeilles sont en fleurs. Elles sont magnifiques avec leur label en forme d'abeille. On les avait sauvées in extremis avant l'arrivée de la police dans une ZAD à Arlon. En ce moment, c'est Camille qui se tape la vaisselle. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de chanter du Francis Lalanne, c'était insupportable. Quel que soit le loyer, je suis preneur. Pendant ce temps-là, Camille et les autres discutent de leur prochaine virée autour de la complotable. J'en sais pas beaucoup plus, mais quelque chose me dit que les promoteurs de l'éco-parking d'à côté risquent d'accuser un léger retard dans leurs travaux. Tiens d'ailleurs, à ce propos, à l'aube des années 2020, et face à la multiplication des catastrophes dites naturelles et directement liées au dérèglement climatique, des millions de gens du monde entier ont vécu des prises de conscience. Au même moment, des milliers de communicants ont appris à adapter leur langage pour continuer les affaires en capitalisant sur de nouveaux imaginaires verts, zéro carbone ou respectueux du climat. On ne le savait pas encore, mais ne parler que de climat, c'était le meilleur moyen pour ne jamais parler d'écologie. Parce qu'on pouvait très bien imaginer une société productiviste avec du nucléaire et des énergies dites renouvelables à la place du pétrole et du charbon, des voitures électriques à la place des modèles thermiques, mais ce renouveau industriel créait de nouvelles pollutions et ne changeait absolument pas la base d'un modèle destructeur, il ne faisait que l'adapter. C'est entre autres pour ça qu'il était nécessaire de parler de territoire, d'une écologie ancrée dans des réalités physiques, concrète. Le premier désastre écologique était la destruction de la biodiversité, qui n'était pas tant liée au problème climatique, justement. Cet anéantissement des espèces reposait essentiellement sur la destruction de leur espace vital, forêts primaires, océans, rivières ou prairies fleuries. Les espèces disparaissent parce que les espaces dans lesquels elles s'épanouissent sont détruits les uns après les autres. Moins d'espace, moins d'espèces. Mais nous avions été dépossédés des questions de territoire, de la même manière que nous étions dépossédés de la politique en général. Ce sont des choses sérieuses pour les grandes personnes, pour les experts, pour les pros. On focalise le débat sur des sujets de diversion, et puis il y a d'autres sujets qui conditionnent parfois nos vies entières et dont on n'entend presque jamais parler. C'est le cas de l'aménagement du territoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aménagement du territoire ? Dans nos sociétés modernes, et puisque l'on considère ce que nous avons appelé nature comme notre jardin, c'est simplement la façon dont les pouvoirs publics et parfois privés vont organiser l'espace, un peu comme dans les Sims. À l'heure de la 6e extinction de masse, et à mesure que la vie suffoque sous les coulées de béton, peut-on vraiment se passer de penser au dessin de nos territoires ? On parle même d'anthropocène, tant certaines activités humaines bouleversent les écosystèmes. Ce serait peut-être bien de redéfinir ce que c'est anthropocène. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je veux dire. C'est simple, c'est l'ère de l'humain. Ça veut dire que notre espèce, qui n'est jamais qu'une forme de vie parmi les autres, est carrément devenue un facteur géologique, tant les activités industrielles exploitent la Terre et ses ressources. Par exemple, le problème du plastique, c'est un bon exemple. On pourrait penser que le plastique, c'est juste les bouteilles qui flottent dans la mer et qu'on pourrait retirer avec des grands filets ou qu'on pourrait mieux recycler. Mais en fait, le problème du plastique, il est beaucoup plus large et beaucoup plus global que ça. C'est des microparticules qui se mettent partout, dans le foie, la rate, le rein, les poumons. Littéralement, il y a du plastique partout. Même ici, regarde. Ah ouais. Bref, on parlait d'aménagement du territoire. On dit souvent que c'est la faute du consommateur et qu'on peut tout changer si on change notre consommation. Mais les consommateurs, ils sont tout au bout de la chaîne. On va jamais s'en sortir si on raisonne comme ça. Il y a des politiques et un développement économique qui sont en cause. Des logiques de croissance, un catéchisme du développement dont les effets sont l'urbanisation, l'artificialisation, la bétonisation, la fragmentation des territoires. La fragmentation des territoires, c'est simple, c'est quand les habitats, les territoires, les écosystèmes, en fait, sont morcelés, fragmentés, par exemple, par des autoroutes. Faut se dire que pour un batracien ou un rongeur, une autoroute, c'est pire que le mur de Trump. Du coup, les espèces peuvent plus se déplacer comme elles veulent, elles peuvent plus se reproduire comme elles veulent. Donc, en gros, les villes avancent, les habitats naturels sont éventrés petit à petit et les prairies deviennent des zonings ou des quartiers d'immeubles. On a troqué des formes de vie tellement variées et souvent méconnues contre des horizons standardisés, contre une vision qui s'est diffusée et imprégnée en nous, qui considère que certaines herbes sont mauvaises dès lors qu'elles percent le béton, ou qui préfère le terme nuisible à insectes pollinisateurs ou petits rongeurs. En fait, cette vision, elle s'incarne aussi dans la dynamique spatiale de la métropolisation. Les territoires s'organisent autour de la ville.
par et pour les besoins de la ville. En Île-de-France, par exemple, 90% des produits alimentaires sont importés. On estime à 3 jours seulement l'autonomie alimentaire, si tu veux, d'une ville comme Paris. La campagne est devenue une extension de la ville, qui dépend de ses flux d'humains, de communication, de marchandises. C'est notamment ça qui caractérise la métropolisation. Elle concentre les flux, les activités. La ville devient une entreprise, qui est d'ailleurs mise en concurrence avec les autres, pour attirer les touristes, les investisseurs, etc. Elles sont des pôles, en fait. Et des pôles denses. Des pôles denses. Bref, tout ça pour dire qu'au lieu de mettre plus de ruralité dans les villes, ce qui paraîtrait logique pour les rendre plus vivables et plus viables, on met plus de villes dans la ruralité. Ah mais quand il y a eu des inondations en Belgique, c'était à cause de ça. Oui, en partie. Forcément, quand le territoire commence à ressembler à une grande patinoire de béton, qu'on construit trop et qu'on a coupé tous les arbres, on n'est pas au top de la résilience et de l'absorption d'eau en cas d'inondation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut rien faire. Déjà, ce qu'on fait là, c'est une manière de réagir, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, on parlait des ZAD tout à l'heure. Il s'agit donc de protéger une zone rurale, une forêt, un espace naturel précieux pour la biodiversité, d'un projet d'urbanisation ou de développement industriel, tout en recherchant sur place d'autres manières de construire, de cultiver, d'habiter, de s'organiser collectivement. C'est pas un hasard si on rencontre des biologistes, des sociologues, des philosophes, des urbanistes, des architectes sur les ZAD. Les zadistes seront-ils considérés comme des terroristes ou comme des héros à la fin de la fin des mondes ? Ici, nous avons donc quitté la ville de l'intérieur pour rompre avec elle, sans pour autant coloniser la campagne. Parce que oui, en ville aussi, il y a un vrai enjeu de reconquête démocratique et territoriale. L'aménagement du territoire contre l'intérêt général, ça existe aussi en milieu urbain. Prenons pour illustrer cette question un exemple gros comme une maison. Ça se passe à Bruxelles, en Belgique. La Belgique, si vous ne connaissez pas, c'est un tout petit pays, mais qu'on peut voir depuis l'espace. Si la France est le pays des Lumières, la Belgique peut se targuer d'être au moins celui des lampadaires. Dans les années 60, le terme « bruxellisation » fait son entrée dans le jargon des urbanistes du monde entier pour désigner les transformations d'une ville au détriment du cadre de vie de ses habitants, sous couvert d'une modernisation présentée comme nécessaire. Un exemple frappant de bruxellisation, c'est celui de la Maison du Peuple, construite par Victor Horta. Un lieu dédié à la population, à l'expression, au débat public, un lieu magnifique que l'on doit à l'un des plus grands architectes de l'histoire de l'Art Nouveau, ce lieu, il a été détruit en 1965 pour y installer cette saloperie de tour Blaton. Un immeuble de bureaux. C'est ça, la bruxellisation. Les prédateurs ne sont pas les animaux sauvages qui ne parviennent pas à pénétrer dans les villes. Eux sont nos alliés. Les loups sont en costard. Ne les laissez pas minéraliser la moindre mauvaise herbe, comme ils disent, et installer partout des bâtiments utilitaires aux esthétiques austères. Ah mais, faut dire aussi que les grands travaux inutiles en Belgique, c'est un peu notre spécialité. Ma station de métro Saint-Clet, qui n'a jamais servi. L'hôpital d'Etterbeek, qui a servi quelques mois. Le nouvel hôpital de Schaerbeek, qui a été construit avant qu'on rénove finalement l'ancien. Le métro de Charleroi. Mon Smeerpijp, 107 km de tuyaux qui n'ont jamais été mis en service. Les 2 ponts de la 17, sans A17. Et les 4 vélodromes de Wallonie, dont 2 situés genre à 4 km de distance, alors qu'il doit y avoir à tout casser 50 cyclistes professionnels dans la région. Heureusement qu'ils ont prévu 80 000 places assises, c'est ça? Mais je me posais une question. Si la ville, c'est si méchant que ça, pourquoi il y a autant de gens qui y vivent? C'est marrant ce que tu dis, parce qu'au 19e et au début du 20e siècle, il y a plein de gens qui ont fui la campagne pour échapper au contrôle social, au fait que tout le monde se connaît, que du coup les réputations vont très vite, etc. Être tout petit au milieu de cette grande ville, pour beaucoup de gens, c'était la promesse de l'anonymat et d'une nouvelle vie à s'inventer, tu vois. Paradoxalement, avec le temps, la ville est devenue l'espace du contrôle par excellence. Ceux qui ont fui le contrôle social de la campagne se retrouvent avec le contrôle policier de la ville. Le territoire est un enjeu de contrôle. C'est pourquoi nous voulons saluer ces luttes que sont les ZAD ou les Gilets jaunes qui, à un moment donné, ont fait de chaque rond-point une mini-zone à défendre, non pas en tant qu'espace naturel précieux, mais en tant que lieu de rupture et de rencontre, d'échange, de repolitisation. Aujourd'hui, plus que de défendre des zones qui sont déjà menacées par des projets industriels, nous devons par avance gagner du territoire, car nos utopies impatientes, et les abeilles aussi, nous voulons recouvrir un rapport au monde dans les événements qui nous ont collectivement échappé.
le capitalisme a fait son nid dans nos villes, alors nous pouvons peut-être reconquérir nos capitales. On n'est pas bien là? Oh, certainement. Hein? Loin des villes. Oui. Parce que moi, je me demande toujours où on est tombé là. Si on est toujours sur la terre ou peut-être quelque part dans le ciel. Il y a de la terre, hein? Ah, ça, c'est sûr. Si on perd la terre, comme tu dis, il nous reste la ville. La ville, il me semble qu'elle devient de plus en plus invivable. Parce qu'on dira, ici, c'est un terrain vague. Et tout de suite, il va y avoir des promoteurs immobiliers qui vont arriver, comme cela arrive très souvent en Afrique. C'est comme si on avait horreur des terrains vagues. Dès qu'on a l'impression qu'il y a des insectes, des animaux, des plantes quelque part, on se dit, tiens, on va peut-être y mettre là un supermarché ou bien un immeuble avec plein de bureaux. C'est sûr que la question de la ville, de la grande ville moderne, c'est la question de la colonisation du territoire, quoi. Et que ça colonise pas que les humains, quoi. C'est effectivement, ça chasse l'ensemble des habitants du territoire qui étaient là initialement. Oui, moi j'ai l'impression que coloniser, c'est peut-être aussi faire du vide autour de soi pendant qu'on s'installe. Quand les colons sont arrivés par là de l'Afrique de l'Ouest, quand ils se sont installés au 19e siècle, ils ont voulu s'accaparer les terres à l'intérieur des pays. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'abord par raser tout ce qu'il y avait. Et à la place, qu'est-ce qu'on a mis? On a installé des villes. Il y a la ville blanche. Et puis, il y a la ville nègre. Et on sait comment la ville blanche était construite. Bien quadrillée, architecture coloniale, etc. Et de l'autre côté, des maisons hétéroclites. Avec quoi? Il y avait du spirituel, il y avait de la religion, il y avait ce lien avec la nature qui n'était pas tout à fait rompu. Les animaux étaient encore là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est décisif. Je pense que la grande ville moderne, qui est en fait par nature coloniale, quoi, au sens où, exactement comme tu le dis, c'est que ça colonise des territoires sans composer avec le vivant, quel qu'il soit, globalement, qui est déjà là. La ville moderne, c'est pas un gros village, quoi. C'est plus du tout un monde dans lequel les animaux, le vivant, etc. ont leur place, quoi. C'est vraiment autre chose. Et ça, je pense que il y a un écart considérable. Si on n'imagine plus aujourd'hui dans des villes comme Paris qu'il y a eu, y compris dans Paris pendant très longtemps, le 18e, le 19e, c'était déjà une grande ville. Il y avait, à travers les berges de la Seine, à travers tous les jardins maraîchers qui étaient autour, il y avait des vaches, il y avait des animaux, il y avait des moutons, il y avait des poules, il y avait des chevaux qui étaient dans le cœur même de Paris. En 1900, il y avait encore 5000 vaches dans Paris intramuros, quoi. Mais le monde était globalement rural. C'était la terre-mère qui organisait tout ça. Et aujourd'hui, on est passé de la terre-mère à la ville-mère. Ce qui organise aujourd'hui les manières d'habiter, c'est la ville, c'est la métropole. Oui. Oui, enfin moi ce que je peux dire, c'est que si je prends par exemple la ville d'Abidjan, par exemple pour se nourrir, elle dépend de l'arrière-pays. Il faut recréer du local, ce qui veut dire qu'il faut tenir compte des savoirs locaux. Parce que les savoirs locaux, ce sont des savoirs quand même qui sont limités, mais qui sont très variés et qui peuvent justement créer quelques limites au savoir, je dirais, super dominant, qui se dit illimité. Quand tu dis il y a des savoirs qui se disent illimités, je ne sais même pas s'ils se disent
illimitée? C'est une question qui est presque indiscutable quoi, dans la logique scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui est potentiellement à découvrir, à inventer, à imaginer, doit l'être. Ce qui n'est pas du tout le cas dans des savoirs locaux, parce que dans un savoir local, une technique, quelle qu'elle soit, arrive dans une communauté locale. La première chose qu'on fait, logiquement, c'est de se demander qu'est-ce que cette technique-là va changer dans nos modes de vie, dans nos relations. Est-ce que ça va être bénéfique? Au contraire, est-ce que ça va nous poser plus de problèmes? La voiture qui arrive dans la ville, par exemple, c'est une technologie qui a en grande partie dégagé tous les animaux d'élevage. Et puis après les enfants, quasiment. Parce que quand il y a des voitures qui roulent à 50 km/h sur des rues qui sont asphaltées, c'est très compliqué, oui, pour les enfants, pour les animaux, pour tout le vivant. Quoi. Oui. Mais jamais on discute ça. Est-ce que les habitants de tel quartier souhaitent que la ville soit dédiée maintenant à la voiture, alors qu'elle a été construite depuis des siècles, dans des logiques complètement différentes? Oui. Moi, ce que je peux ajouter à ce que tu viens de dire là, que, en fait, dans de nombreuses villes africaines, ce qui est quand même remarquable, c'est que on essaie de résister sur ce qui reste, c'est-à-dire quand l'urbanisation est arrivée et qu'elle semble sans limite, on essaie de voir finalement quels sont les bords et les rebords des territoires. Et à ce moment-là, on essaie de s'y installer. Moi, je pense en particulier à l'agriculture périurbaine, par exemple à Abidjan, où on voit des femmes qui cultivent là des petits lopins de terre. Et c'est comme ça qu'elles essaient de résister. On essaie de récupérer tous les petits bouts qui restent. Parce que c'est sur ces restes-là, finalement, qu'on essaie de recréer des espaces de vie. Et ce sont des espaces de résistance. La relation de l'humain entre, disons, de l'humain et du vivant, la relation tout court, c'est peut-être cela qui nous permet justement d'avoir un monde vivable, respirable. Or, il se trouve aujourd'hui que ce monde-là est réellement menacé, localement. C'est quoi? Par les inondations. Il n'y a pas que les inondations, ça on le sait. Il y a aussi le feu qui menace et qui montre bien que, justement, il ne faut jamais les oublier. Parce qu'il faut composer avec. Partout, il y a du vent, il y a de l'eau, il y a du feu, etc., qui vient détruire des espaces habités. C'est des drames, et en même temps, c'est des choses qui sont en train de limiter aussi cette fameuse urbanisation infinie. Voilà, alors c'est tragique, mais on pourrait espérer que, justement, imaginer, s'approprier, construire des moyens moins tragiques que cela pour limiter cette urbanisation infinie. Voilà. Et les moyens moins tragiques, c'est ce que tu racontes, c'est des communautés locales vivantes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent à la radio? C'est celui-là? Non. C'est celui-là? Non. Ah, il est cata ce mec. Oh, attends, je crois que je le vois. C'est celui-là? Eh, mais non, c'est pas celui-là, touche pas. C'est vraiment le bordel ici. Hein. Bah oui, je sais bien, mais... Faut aller voir l'antenne. Hein. Bah ouais, faut aller voir l'antenne.
des petits connards! Mais lâche ça, ce petit con, lâche ça! Mais non! Non, 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 non! Ah putain, merde!